Eh bien, salut à tous, c'est le Doc. Aujourd'hui, on va parler du film Parasite. C'est parti, générique. En 2019, le film Parasite est sorti au cinéma. Il a été réalisé par Bong Joon-ho, à qui on doit aussi l'excellent Memories of Murder. Parasite a absolument tout remporté, aussi bien la Palme d'Or au Festival de Cannes que l'Oscar du meilleur film étranger. Dans cette vidéo, je ne vais pas traiter des qualités cinématographiques du film, que ça soit la mise en scène, les plans ou la colorimétrie. Je réserve ça à d'autres chaînes, notamment Padawam HD, que je vous avais conseillé dans la vidéo sur les incorruptibles. Moi, je vais surtout traiter de la symbolique et des thèmes qu'il y a à l'intérieur de Parasite. Et il y en a beaucoup et je vous promets une vidéo passionnante. Cette dernière va se couper en deux parties. Dans la première, je vais vous raconter toute l'intrigue du film. Par conséquent, je vais le divulgacher. Si tu ne l'as pas vu, je t'invite à le regarder, à revenir plus tard sur cette vidéo, car sinon, ça serait beaucoup trop dommage et tu ne dois absolument pas passer à côté de ce petit bijou. Dans la seconde partie, c'est là où je vais dérouler mes analyses en lien avec les différentes thématiques ou la symbolique du film. Si tu n'as pas envie de revoir toute la partie sur l'intrigue parce que tu as vu Parasite il y a peu, c'est pas grave, il y a déjà les chapitres qui sont affichés juste en dessous, donc tu vas directement dans la partie qui t'intéresse le plus. Avant de commencer, petit avertissement, je ne vais pas prononcer les différents prénoms des personnages. Déjà parce qu'il y en a beaucoup et parce que c'est des prénoms coréens. Donc pour pas te perdre, je vais dire par exemple Kim père, Kim fils. Donc le père de la famille Kim ou le fils de la famille Kim. Ou des fois je dirais Monsieur Kim ou Monsieur Park. Donc à partir de là, ça sera beaucoup plus simple et tu pourras suivre. De toute façon, je mettrai des images extraites de Parasite tout au long de cette vidéo. Maintenant que tout ça c'est dit, nous pouvons commencer. L'intrigue de Parasite, elle prend place en Corée du Sud, à Séoul, à notre époque. On suit les mésaventures de la famille Kim, qui est composée d'un père, d'une mère et de deux enfants, une fille et un garçon, qui sont pas en réalité des enfants, qui ont plutôt la vingtaine. Pour la famille Kim, c'est très compliqué d'un point de vue économique, parce que ils sont pauvres, ils font des petits jobs à la con pour essayer de survivre, ils habitent dans les bas-fonds de Séoul, et surtout, ils plient des cartons de pizza pour gagner un petit peu d'argent. Ils sont tellement dans une difficulté économique importante qu'ils sont obligés de squatter le wifi du voisin directement dans la salle de bain, à se mettre dans des positions pas possible. Bref, ils font partie des gens les plus pauvres de Séoul. Un jour, il y a le fils de la famille Kim, qui reçoit un de ses amis. Ce dernier, il appartient à une catégorie sociale un petit peu plus élevée et il a pu faire des études à l'université. Et ce garçon, il est un petit peu embêté parce qu'il doit partir à l'étranger et il devait donner des cours à la fille de la famille Park, qui est une famille aisée qui habite dans un quartier huppé de Séoul. Le problème, c'est qu'il ne peut plus honorer son contrat et surtout, il a développé un sentiment pour cette fille et de ce fait, il demande au fils de la famille Kim d'aller donner des cours à sa place parce qu'il a confiance en lui et qu'il sait qu'il n'ira pas la draguer. Le fils Kim accepte cette mission d'aller donner des cours d'anglais à la fille Park et en guise de reconnaissance, son ami lui donne une pierre qui est censée lui porter bonheur et une forme de prospérité économique. Le fils Kim va donc voir sa sœur et ils se fabriquent tous les deux un faux diplôme d'une prestigieuse université pour pouvoir se constituer un CV. Parce que tu peux pas aller donner des cours d'anglais à une fille d'une grande famille si tu plies des cartons de pizza toute la journée. C'est pas crédible. Donc le fils Kim va voir les Park qui habitent dans une magnifique maison dans un quartier huppé de Séoul. La famille Park, elle est constituée de cette façon. Il y a déjà la mère qui est une femme au foyer un petit peu naïve, dépensière et qui adore ses enfants. Il y a le père que l'on voit très peu dans sa maison parce qu'il travaille beaucoup, il fait des heures pas possibles et par contre il gagne beaucoup d'argent. Il y a la gouvernante qui fait les différentes tâches ménagères au quotidien et il y a la fille qui est à peu près du même âge que le fils Kim dans la vingtaine et le petit garçon qui doit avoir à peu près 6 ans, qui est présenté comme un génie par tous les membres de la famille alors qu'il fait des gribouillages pourris, mais ce petit est névrosé parce que il y a quelques mois de cela,
il aurait vu dans la maison un fantôme. Donc depuis, il parle peu, bref, il est un peu dans son monde. Le fils de la famille Kim, il arrive très vite à se faire embaucher, à sympathiser avec tous les membres, surtout avec la fille Park à qui il donne des cours. Il y a vraiment une alchimie entre eux et le début d'une relation amoureuse. Un jour, Madame Park, elle est un petit peu embêtée parce qu'elle dit au fils Kim que, eh bien, elle aimerait trouver une prof particulière pour son petit, parce qu'elle pense que son petit est un génie et que par conséquent il lui faut eh bien directement une prof à la maison. Et là le fils Kim a une idée, pourquoi il ne ferait pas embaucher sa sœur. Donc il va voir sa sœur et il fabrique là encore un CV, ils font croire qu'elle a donné des cours aux États-Unis, ce qui fait qu'elle est embauchée. Mais ça leur suffit pas, ils comprennent qu'il y a un filon et ils se font virer ensuite le chauffeur privé de la famille pour faire embaucher le père et ils se font virer ensuite la gouvernante en utilisant ses allergies à la pêche pour faire croire qu'elle a la tuberculose et que par conséquent, vu que c'est dangereux pour les enfants, il vaut mieux choisir quelqu'un d'autre. Donc, à la moitié du film, on a toute la famille Kim qui a réussi à, eh bien, à s'inoculer dans la maison de la famille Park, puisqu'ils arrivent tous à faire un job ou l'autre. Donc, la mère est gouvernante, le père est le chauffeur, le fils c'est le prof d'anglais et la fille c'est le prof du petit. Donc c'est un coup de maître, c'est machiavélique, d'autant plus que les Park ne sont pas au courant que ce sont tous eh bien, les membres de la même famille. Parce que sinon ça l'aurait pas fait. Ils se sont présentés juste comme des connaissances de différents eh bien, jobs qu'ils avaient auparavant. Donc c'est un coup de maître, c'est machiavélique et le film bascule dans une autre dimension. C'est-à-dire que la première heure du film, c'est un ton assez léger, c'est presque même parfois comique et très drôle, et à partir de la deuxième heure, de la seconde partie, eh bien ça devient beaucoup plus sombre, glauque, et même on bascule parfois dans le thriller ou même l'horreur. Un jour, la famille Park décide de partir le temps d'un week-end aller faire du camping. Il pleut beaucoup, et il demande à la mère Kim, qui est désormais la gouvernante, de surveiller la maison. Ils s'en vont et la mère Kim eh bien, réunit toute sa famille à l'intérieur de la maison des Parks et ils boivent des coups. Ils boivent des coups, ils sont là, ils sont bien, ils se disent mon Dieu, on est trop fort, on a réussi ce coup de maître. Mais soudain, quelqu'un sonne à l'interphone et il s'agit de l'ancienne gouvernante qui est légèrement blessée et elle demande à rentrer. Au début, les Kim sont sceptiques et puis au final, elle arrive à rentrer dans la maison. Elle est inquiète, elle est paniquée. Et là, c'est le coup de tonnerre dans le film puisqu'on apprend que sous la maison, il y a un bunker. Il faut rappeler qu'on est en Corée du Sud, donc qu'il y a le voisin nord-coréen, il y a toujours cette peur d'un conflit nucléaire, donc par conséquent, il y a un bunker sous la maison. Et dans ce bunker-là, il y a le mari de l'ancienne gouvernante qui habite. Pourquoi? Parce que, eh bien, il a dû fuir la société car il avait des problèmes de jeu, il avait, il me semble, des dettes et par conséquent, il doit vivre sous cette maison. Et la gouvernante doit lui amener fréquemment à manger pour tout simplement qu'il puisse survivre. Et le mari de la gouvernante communiquait avec sa femme parce que il y a en fait dans le bunker un interrupteur qui donne sur une lumière extérieure et quand on appuie dessus, on peut faire du langage morse. Forcément, les Kim, ils en reviennent pas qu'il y a un mec qui habite sous la maison, qui est un autre parasite, et par contre, il commence à y avoir des tensions parce que l'ancienne gouvernante a très bien compris que ce sont tous les membres de la même famille et qu'ils ont arnaqué les Parks. Par conséquent, elle prend une vidéo qu'elle essaye d'envoyer à la famille pendant qu'ils sont à leur camping et il y a un combat qui commence et pendant ce combat-là, la gouvernante est tuée, elle tombe dans les escaliers et ça finit mal pour elle. Et il décide donc de laisser cette dame dans les escaliers du bunker ainsi que son mari en les enfermant de l'intérieur de la maison. Le souci, c'est que en plus, eh bien, d'avoir blessé, voire même tué la gouvernante, il y a la famille Park qui revient à leur foyer parce qu'il pleut beaucoup trop et qu'ils peuvent pas aller faire du camping. Donc là, c'est branle-bas le combat, faut tout ranger et surtout une partie de la famille Kim doit se cacher dans la maison sous la table basse du salon. La famille revient et les deux parents se mettent dans le salon et le petit est à l'extérieur où il s'amuse à faire l'Indien dans son tipi. Et là, il y a un moment de l'intrigue qui est important, c'est que la famille Kim, ils ont une odeur corporelle assez forte du fait qu'ils sont dans une maison avec beaucoup d'humidité et que par conséquent, ils sentent toujours cette odeur-là.
Et le fils Park et le père Park avaient déjà remarqué cette odeur corporelle un petit peu forte du fait de cette humidité. Et ça leur plaît pas trop. Et pendant qu'ils sont dans le salon avec sa femme, il se fout de la gueule de Monsieur Kim parce qu'il pense qu'il est pas là alors qu'il est caché justement sous la table basse. C'est un moment un petit peu provoquant et méprisant et ça impacte grandement le père Kim, d'autant plus qu'avant, précédemment dans le film, le père lui avait fait une remarque sur cette odeur. La famille Kim arrive à partir de la maison des Parks sans se faire repérer, ils décident de rentrer chez eux, et là, ils voient que leur appartement est inondé, parce que leur appartement est à la fois au sous-sol et au niveau de la rue, ce qui fait que quand les égouts débordent, eh bien, ça va directement dans la maison. Donc c'est un coup terrible pour eux, et là, il y a un symbole qui est important, c'est que le caillou qu'a donné l'ami du fils Kim, eh bien, flotte à la surface. Ce qui voudrait dire que c'est une fausse pierre dans la mesure où normalement elle devrait couler. Donc ils emportent cette pierre avec eux et un certain nombre d'affaires, mais la nuit finit très mal puisqu'ils vont dormir dans un gymnase et qu'il y a eh bien beaucoup de problématiques, à la fois l'histoire de la gouvernante, du mec sous la maison, du fait qu'ils ont failli se faire choper et leur appartement qui a été inondé. Le lendemain, c'est l'anniversaire du fils Park, tout est organisé, les petits plats dans les grands, la famille Park invite tous leurs amis qui sont aussi très riches et tous les Kim sont là parce que vu que ce sont les employés de la maison, il faut faire bonne figure. Le problème, c'est qu'il y a toujours le mari de la gouvernante qui se trouve dans le bunker et il arrive à sortir et là, il va commettre un carnage. Tout d'abord, il va attaquer le fils Kim et lui jeter cette fameuse pierre au visage, ce qui fait que il va être au plus mal. On ne sait pas d'ailleurs à ce moment-là dans le film s'il est décédé ou pas. Ensuite, il continue son entreprise macabre puisqu'il monte à l'étage pendant la fête d'anniversaire et là il va eh bien tuer la fille Kim et la mère Kim va essayer de défendre son enfant en se battant avec le mari de la gouvernante. Le fils Park, voyant le fantôme qu'il avait vu il y a quelques mois, parce qu'au final c'était pas un fantôme mais c'était le mari de la gouvernante, fait une syncope. Bref, c'est la catastrophe, tout le monde s'en va, il y a des blessés et des morts, et là il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase, puisque Monsieur Park prend son fils dans les bras comme si eh bien, il avait un problème de santé grave alors qu'il a fait juste une syncope. Et il demande les clés à Monsieur Kim, sauf qu'il lui demande en se bouchant le nez d'une manière méprisante parce que cette odeur vraiment il n'y arrive pas. Et là Monsieur Kim pète un câble, pour lui c'est aller trop loin et il décide de tuer Monsieur Park dans son jardin. Il y a ensuite une ellipse où on apprend que donc malheureusement la fille Kim est décédée. Il y a la mère et le fils qui vivent maintenant seuls. Le problème c'est que le fils a survécu mais avec des dommages assez importants parce qu'il s'est pris cette pierre dans le visage. Il a par exemple des rires nerveux, un petit peu comme le Joker d'ailleurs. Et un jour il apprend que malgré tout son père eh bien, a pu s'échapper et qu'en fait il est sous la maison, dans le bunker, parce que son père communique avec lui à travers la lumière et du morse. Il faut noter aussi que la famille Kim n'a pas fait de prison et qu'ils ont juste mangé du sursis. Et là, on se retrouve avec un plan qui est similaire à celui du début, où le fils Kim imagine devenir riche plus tard et racheter la maison des Parks, qu'ils ont d'ailleurs dû quitter, pour pouvoir libérer son père. Et il imagine ça dans son appartement misérable. Et c'est comme ça que se termine Parasite. Maintenant que j'ai dévoilé toute l'intrigue du film, il convient d'analyser Parasite. Et il y a beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, il faut comprendre le lieu où se place l'action. Et il s'agit de la Corée du Sud. La Corée du Sud, c'est un pays qui connaît des failles immenses. En réalité, chaque pays porte leur croix, c'est le cas bien sûr de nous, mais on a tendance à idéaliser ces pays-là alors qu'ils ont des failles structurelles dans leur société qui sont extrêmement importante. La Corée du Sud, c'est un pays qui déjà vit sous la menace perpétuelle d'une guerre avec la Corée du Nord. C'est très eh bien, imprégné dans la société sud-coréenne, ce risque
d'une possible invasion qui pourrait arriver du jour au lendemain, et ils vivent dans cette peur perpétuelle. C'est pour ça que d'ailleurs il y a un service militaire obligatoire. Donc il n'est pas rare que dans les maisons, notamment des gens les plus aisés, il y ait des bunkers, justement par cette peur du doomsday, de la guerre nucléaire. De plus, pour avoir parlé à de nombreux Sud-Coréens avec qui j'ai sympathisé, c'est un pays avec eh bien, des divisions très importantes. Déjà, il y a une inégalité sociale qui est énorme, avec des écarts très impressionnants. Parce que, à partir des années 50, la Corée du Sud a eu un développement économique juste impressionnant, mais qui a été beaucoup trop rapide. Ce qui fait qu'il y a une classe qui s'est enrichie, ce qui est normal dans la logique économique, et une classe qui n'a pas réussi à eh bien, prendre le coche. Donc il y a une vraie différence et une vraie inégalité sociale entre les différentes classes en Corée du Sud. D'autant plus qu'il y a dans ce pays une sorte d'inconscient collectif de la compétition perpétuelle qui commence dès le plus jeune âge, où les jeunes ils font des heures pas possibles à l'école et ils enchaînent ensuite avec des cours privés. Donc généralement ce sont les enfants qui sont issus des familles les plus aisées qui peuvent faire ensuite carrière parce que ce sont eux qui peuvent payer des prépas ou des cours particuliers. Donc il y a une véritable logique de reproduction sociale. J'avais sympathisé avec un Sud-Coréen qui m'expliquait qu'en plus de ça, il y avait un taux de dépression chez les jeunes qui était immense, que la plupart des Sud-Coréens voulaient partir en Europe ou même aux États-Unis parce que à partir du moment où tu étais ingénieur, bien au moins les Américains ils payaient rubis sur ongle et tu pouvais te barrer. Et en plus de ça, les Sud-Coréens ils font des heures pas possibles hebdomadaires alors qu'ils font partie des travailleurs les moins productifs. Ensuite, ils ont d'autres carences qui sont liées aux relations hommes-femmes comme on peut retrouver au Japon. Donc vraiment, la Corée du Sud, c'est un pays qui a en son sein un certain nombre de failles avec cette compétition perpétuelle, le travail qui est porté au pinacle, la décadence de la famille et en plus de ça, eh bien ces inégalités sociales qui sont criantes. Ainsi, le film porte parfaitement son nom, mais il mériterait de le mettre au pluriel. Pourquoi? Parce que déjà, les Kim sont des parasites, ils utilisent les parcs pour arriver à leur fin, ils les manipulent pour s'inoculer dans ce foyer, pour vivre eh bien, dans leur hôte. Mais c'est pas seulement eux les parasites, puisque c'est aussi le cas de la gouvernante et de son mari, puisque le mari vit lui-même dans la maison, c'est le parasite qui est à l'intérieur même du foyer, et aussi les parcs eux-mêmes, puisqu'ils profitent eh bien, de la situation plus que précaire au niveau économique pour avoir des employés de maison qui font des heures pas possibles et qui sont dévoués à eux. Donc vraiment, il y a cette idée dans le film que tout le monde est un parasite pour l'autre. Tout le monde profite de l'autre parce que c'est ce pays qui est particulièrement eh bien, construit sur les inégalités et qui surtout est dans cette compétition perpétuelle. Donc tous les individus entre eux profitent des autres. Et c'est pas forcément les classes les plus pauvres qui profitent des classes les plus aisées. En réalité, les deux se livrent une guerre qui est permanente. De plus, dans le film, il y a vraiment une notion qui est liée à la dimension de l'élévation ou non. Pourquoi? Parce que les Kim vivent dans un appartement qui se trouve à cheval entre le sous-sol et le rez-de-chaussée. Quand les égouts débordent, ça va directement chez eux. Ça prouve bien qu'ils font partie de cette classe sociale la plus basse, celle qui est la moins élevée, puisqu'ils sont vraiment au niveau zéro, ils sont même quasiment sous le sol, tandis que les parcs vivent dans une maison où il faut accéder par un escalier. Il y a plusieurs escaliers dans la maison. Il y a cette idée de hauteur. En réalité, plus ils vont chez les parcs, plus ils s'élèvent. Ils s'élèvent d'une part socialement, mais ils s'élèvent aussi physiquement. Et d'ailleurs, dans la scène où ils doivent tous rentrer chez eux, on voit que pendant de longues minutes, ils descendent des escaliers comme si ils retournaient au sous-sol. De plus, au niveau des espaces, on se rend compte que la maison des parcs est aseptisée, chaque chose est à sa place, tout est propre, il n'y a pas de place pour l'organique, pour la nourriture, tout est parfaitement rangé d'une manière quasiment militaire, tandis que chez les Kim, il y a cette idée de vivre quasiment eh bien, dans ce milieu organique, pas loin des déchets, parce que ce sont les plus pauvres. Ils plient des cartons de pizza au début du film, ils sont directement en contact là avec ce monde organique. Il y a une autre idée qui est très importante dans le film, c'est celle de l'odeur. Les Kim ont une odeur corporelle qui correspond à l'humidité de leur appartement. Et cette odeur, ça gêne très fréquemment
les parcs. Or, cette odeur-là, c'est le signe de leur catégorie sociale. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas l'enlever. C'est comme un sceau, c'est comme une malédiction. C'est indélébile. Ils pourront changer de vêtements, ils pourront changer de lieu, ils auront toujours cette odeur sur eux constamment qui les renverra à leur situation sociale. Et en soi, on peut citer Pierre Bourdieu avec sa théorie de l'habitus. L'habitus, c'est en gros quand tu appartiens à telle ou telle catégorie sociale, tu as un code qui est propre, tu as un style de vie qui est lié à ta catégorie sociale. Tu as des codes qui sont propres au fait que tu viennes d'un milieu aisé ou d'un milieu plutôt populaire. Et ça, c'est en nous parce que on s'est construit tout au long de notre existence par cet habitus-là. L'habitus, il est en nous, ça fait presque partie de notre inconscient. Et on a beau essayer d'aller dans des milieux qui ne correspondent pas à notre habitus, eh bien on va tout simplement aller droit dans le mur parce que on n'a pas ces codes, on n'a pas les codes qui appartiennent à une autre catégorie sociale parce qu'on ne les a pas intégrés dès notre plus jeune âge. Donc c'est un sceau, c'est un marqueur social qu'on ne peut pas enlever et qu'on doit garder. Et les Kim, leur habitus, c'est cette odeur qui est perpétuelle tout le long du film et qui, eh bien, marque le sceau de la pauvreté. Autre symbole qui est très important, la pierre qui est donnée par l'ami du fils Kim. Cette pierre, c'est le déclencheur parce que c'est à partir de ce moment-là où il lui propose ce marché, d'aller voir les parcs pour donner des cours d'anglais à la fille, et à partir du moment où il fait ça, c'est là qu'ils ouvrent une boîte de Pandore avec la possibilité de mettre en place le piège machiavélique. C'est le début des problèmes, c'est l'élément déclencheur qui entraîne toute cette partie comique. À partir du milieu du film, on rentre dans la partie plus sombre. Et la pierre, c'est le fil rouge de tout ça. Cette pierre, c'est généralement en Corée du Sud, on se l'offre pour se souhaiter bonne chance, bonheur ou une forme de prospérité économique. Et ce qui est particulièrement ironique, c'est que cette pierre qui est porteuse de pleines promesses est en fait un lourd fardeau à porter, puisque notamment c'est elle qui entraîne l'handicap du fils Kim à la fin du film, puisqu'il a été frappé avec. Et d'ailleurs on se rend compte de quelque chose qui est extrêmement intéressant, c'est que quand il retourne à l'appartement, la pierre est en train de flotter, ce qui veut dire qu'elle est fausse, puisqu'une pierre, ça coule par définition. Or, ça montre que même ce symbole-là, même ce symbole où on te vend l'idée que parce que tu as cette pierre à la con, tu vas pouvoir faire de l'argent et être heureux, eh bien même ça c'est faux, même ça ne tient pas. Parce que l'ascenseur social est bloqué. Et les Kim, ils auront beau faire des pieds et des mains, ils n'y arriveront jamais. Ce qui est terrible en plus parce que les enfants de la famille Kim font preuve d'une très grande intelligence. Même tous les Kim en soi, ils ont cette intelligence sociale, ils ont cette intelligence de la débrouillardise, mais en fait, ils ne seront jamais perçus à leur juste valeur parce qu'ils ne peuvent pas accéder aux universités les plus prestigieuses, etc. Et ils ont toujours des rôles de subalternes. D'ailleurs, dans le film, il y a un détail qui est intéressant, c'est que le fils de la famille Park est présenté comme un génie parce qu'il fait des gribouillages que n'importe quel gamin pourrait faire. Et il y a cette idée que le fils Park aura beau faire n'importe quoi, eh bien il sera toujours considéré comme étant supérieur au Kim parce qu'il appartient à cette catégorie sociale qui a de l'argent, et à partir du moment où ils ont de l'argent, ils vont pouvoir refaire cette reproduction sociale. Il y a vraiment un sentiment d'injustice qui émane dans Parasite. Ce qui est terrible, c'est qu'à la fin du film, le fils Kim, il est dans un fantasme complet. Il n'arrivera jamais à faire ce qu'il a envie de faire, c'est-à-dire à devenir riche et à racheter la maison. Pourquoi? Parce que déjà, eh bien, il a du sursis, donc ça va être plus compliqué pour lui pour trouver du travail, etc. Il a désormais un handicap et le film est une sorte de boucle. Il commence avec un plan où on voit une paire de chaussettes et la caméra descend, et il finit sur ce même plan pour dire qu'au final ils sont arrivés exactement au même point, voire pire, puisqu'ils ont perdu un membre de la famille, la sœur, et qu'en plus leur père est condamné à vivre sous un bunker s'il ne veut pas finir ses jours en prison. On pourrait aussi se demander pourquoi le père Kim décide de tuer Monsieur Park. Eh bien parce que il sait qu'il ne pourra lui prendre que ça. Il sait qu'il ne pourra lui prendre que la vie. Il ne pourra pas prendre sa maison, il ne pourra pas être à sa place, il ne pourra jamais arriver à son niveau d'un point de vue social.
mais par contre il peut lui ôter la vie. Et c'est ce qu'il va faire parce que il ne supporte plus l'humiliation qu'il a déjà subie plusieurs fois par rapport à son odeur corporelle, qui le renvoie toujours à sa condition la plus basse. Et c'est à ce moment-là du film qu'il se dit qu'il peut reprendre le pouvoir sur lui. Et pour reprendre le pouvoir sur lui, il doit être capable de ce qu'est incapable de faire Monsieur Park, c'est-à-dire cette idée de violence. Enfin, il y a une idée qui est aussi très intéressante dans Parasite, c'est le mari de la gouvernante qui habite en fait sous la maison. Et on voit que plus il reste sous la maison, plus il développe une forme d'animalité. Il ne parle plus normalement, il a une fureur à la fin du film où il tue tout le monde. Il est vraiment devenu une sorte de bête, il est devenu le parasite de la maison. Donc il y a en plus cette idée de déshumanisation qui est progressive parce que plus on est dans cet état de parasite, moins en fait on a une forme de développement. C'est plutôt le contraire, c'est une régression. Et tous les personnages régressent parce que tous les personnages ont été le parasite de quelqu'un. Et vu que tout le monde a été le parasite de quelqu'un, il y a cette idée de régression. Alors que théoriquement, eh bien, le fait d'être un parasite, c'est comprend le fait de se développer. On utilise l'autre pour se développer. Voilà les barons, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que vous aimez bien les analyses de films. N'hésitez pas à aimer, commenter, à partager. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était le Doc. Ciao les barons.